Bienvenue sur le site de Lille de la Cave du Nord. Nous avons vraiment le plaisir cette année d'accueillir un événement dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. Donc c'est la première fois que la Cave du Nord organise ce type d'événement. Semaine nationale de la petite enfance qui sera cette année sur la thématique du jeu. Et c'est pour cela que notre table ronde sera tournée autour de l'objectif redécouvrir le jeu au quotidien. Cet événement, pour la CAF, il s'inscrit dans une dynamique que l'on a mis en place depuis plusieurs mois et notamment depuis janvier 2025 autour du service public de la petite enfance. Donc, ce service public de la petite enfance, c'est un engagement fort de la branche famille, c'est un engagement fort des CAF de toute la France. Et pour la CAF du Nord, il est très important que ce service public, il marche bien sur ses deux jambes. Alors à la fois, et vous le savez, la CAF promeut un certain nombre de dispositifs financiers pour aider à la création de places, pour aider aussi un certain nombre de structures, je pense notamment aux relais petite enfance, qui sont très importants sur le territoire pour structurer l'offre, pour permettre de l'information aux familles. Mais on a aussi un deuxième pilier qui, pour nous, est on ne peut plus important, c'est la qualité de l'accueil de l'enfant. On le sait, à la fois pour les besoins des enfants eux-mêmes, c'est très important que l'enfant soit au cœur du projet des structures dans lesquelles ils sont accueillis. Mais la qualité, elle passe aussi par l'attention aux professionnels qui œuvrent dans ce service de la petite enfance. D'où le fait que on souhaite vraiment pouvoir s'investir et on sera aux côtés de l'ensemble des partenaires qui s'investissent pour la qualité et pour la qualité d'accueil du jeune enfant. Donc ce travail, on le porte tout particulièrement au sein de ce qu'on appelle le schéma départemental des services aux familles, donc pour ceux qui en ont entendu parler, qui est piloté par plusieurs institutions, donc l'État, le conseil départemental, la CAF, mais aussi l'association des maires du Nord qui est partie prenante. Et aussi, pour un certain nombre de points, l'éducation nationale, par exemple, ou encore France Travail, autour donc d'un objectif et d'un plan d'action pluriannuel que l'on vient de renouveler en 2024 et où la qualité d'accueil du jeune enfant fait partie intégrante des priorités d'action que l'ensemble de ces partenaires que je viens de vous citer ont choisi de mettre en œuvre. Donc, je salue la PMI qui coporte l'événement avec nous et donc nous en sommes ravis et c'est vraiment pour nous le symbole en fait de cet investissement de nos deux institutions au service de la qualité d'accueil du jeune enfant. Je salue aussi Agir pour la petite enfance qui nous a permis d'organiser cet événement et nous sommes vraiment ravis qu'il ait pu voir le jour. Et je souhaite aussi saluer le travail qui a été fait en amont par un certain nombre de structures qui en plus seront amenées à témoigner aujourd'hui lors de cet événement. Donc je les en remercie beaucoup et surtout pour nous c'est très important parce que cet événement il est fait pour vous, c'est-à-dire pour les structures, pour les acteurs du service public de la petite enfance, mais aussi pour nos professionnels CAF qui sont là à vos côtés au quotidien. Et on souhaitait que cet événement il soit le fruit d'échanges, qui permettent les échanges, qui permettent les échanges de pratiques, et c'est surtout ça, qui nous importe. Donc j'espère que vous trouverez le cadre nécessaire pour vous exprimer avec simplicité et surtout spontanéité et sincérité, que vous puissiez échanger sur le sujet. Je laisse la parole à Madame Demondion de la PMI et je vous souhaite à toutes et tous un très bon moment. Merci beaucoup. Donc, je vais me présenter. Je suis Catherine Demondion, je suis médecin. Alors, je suis responsable du service accueil petite enfance en direction adjointe de PMI. On est 4 services différents dans la direction adjointe. Un service spécifique sur l'accueil de la petite enfance. Accueil individuel, accueil collectif, accueil à domicile. Pour moi, c'est important de citer l'ensemble des types d'accueil. Je vous remercie, Madame Ravelot, de nous avoir conviés vraiment à cet événement. Ça me semblait important, puisqu'effectivement, j'ai travaillé avec Florence Aurier, la CAF, dans le cadre du schéma. Et pour moi, c'est un point d'honneur de mettre la qualité de l'accueil vraiment un point fort du schéma départemental de services aux familles, parce que je me bats vraiment depuis que je suis à la tête de ce service sur, oui, on est PMI, on va regarder ce qui dysfonctionne, mais on est là pour accompagner la
qualité de l'accueil, la prise en charge de l'enfant, parce que moi, je me bats pour l'enfant qui est accueilli, que ce soit chez lui ou dans quelconque environnement. Depuis quelques années, enfin, on l'a tous, vous êtes tous professionnels de la petite enfance, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés dans le champ global de la petite enfance. Et la notion de qualité de l'accueil, elle s'est vue vraiment définir, structurer, pour moi, à partir du rapport de Sylviane Giampiano, la psychologue bien connue, qui a écrit un rapport à partir duquel on a quand même été à la création de la Charte nationale du jeune enfant. Pour moi, ça a été super, puisque la charte, maintenant, elle est dans la loi, elle est inscrite. Et pour moi, c'est une référence commune pour tous les professionnels de la petite enfance. On sait, alors en tant que médecin et en tant que professionnel de la petite enfance, que les premières années de la vie sont essentielles pour le développement, la sécurisation affective, la socialisation. Et on est tous là. Alors, moi en tant que PMI, mais vous en tant que professionnel, on a des missions qui sont les mêmes pour moi. Soutien de la parentalité, prévention précoce, c'est les deux grands termes qui me semblent importants aujourd'hui. Et pour moi, donc, la qualité de l'accueil, elle passe effectivement par le respect des normes réglementaires, mais aussi par le respect de l'enfant, excusez-moi, le respect de la famille, le respect des professionnels qui travaillent dans ces modes d'accueil. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Que les professionnels de PMI sont des professionnels qui sont effectivement, qu'on repère comme professionnels de prévention, mais aussi de promotion de la santé. Par leurs compétences, par leurs connaissances, ils sont attentifs, on y travaille, à ce que l'enfant soit accueilli dans un environnement serein, stable, calme, pour pouvoir stimuler son éveil, s'épanouir et grandir en toute confiance. Ça, c'est notre point fort. Et on est donc, j'ai une chef de projet qui est arrivée dans mon service pour travailler sur ces accueils, cette qualité d'accueil, sur des nouveaux types d'accueil. On essaye d'envisager plein de choses. Mais en tout cas, on est en train de faire le tour de nos territoires avec tous nos professionnels qui interviennent dans l'accueil petite enfance. Et en fait, on voit cette implication. Enfin, je peux en témoigner parce qu'encore hier, j'étais sur le Valenciennois et il y a vraiment une envie d'être dans l'accompagnement aussi pour le bien-être de l'enfant. Et donc, je remercie effectivement beaucoup les participants du groupe de travail Petite Enfance dans le schéma, puisqu'on a réussi à inscrire cette qualité de l'accueil comme un axe fort du schéma. Pour moi, l'essentiel, c'est de mettre l'enfant au centre du dispositif d'accueil. C'est lui qui est au centre des préoccupations, de toutes nos préoccupations, qu'on soit professionnel, médecin, puéricultrice et professionnel, surtout petite enfance, EAJE. Je passe tous les professionnels qui travaillent dans les crèches, pour moi, est essentiel. Je vous remercie beaucoup et j'espère que ça va être très productif. Je cède la parole donc aux intervenants et quand on s'éloigne du script, on oublie toujours quelqu'un. Donc j'ai oublié l'association Premier Cri qui, au même titre que l'association Agir pour la petite enfance, est co-organisateur de l'événement et je les en remercie. Je vais inviter les intervenants et intervenantes à s'installer. Je vais me mettre ici. On va faire un échange de micros pour que vous en ayez un. Est-ce que... Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Lisa Jacquet, je suis cofondatrice de l'association Premier Cri avec Marion Voileau qui interviendra aussi. Et je suis donc maîtresse de conférence à l'Université de Lille au laboratoire Psytech. Donc Premier Cri, on est une association de recherche et de création pour la petite enfance et on a été sollicité pour accompagner la CAF et la PMI dans la création de cet événement et on est ravis de pouvoir le faire. Et on a invité donc 3 intervenants et intervenantes pour parler du jeu et on va aussi avoir un format un petit peu particulier parce qu'on aura aussi d'autres interventions directement de professionnels de la petite enfance qui sont présentes ici et qui viendront prendre la parole. Donc on va créer en fait un dialogue entre les professionnels et nos intervenants et intervenantes. Donc je vous les présente rapidement, même s'ils auront le temps de vous redire quelques mots sur leur
parcours par la suite. Donc Anne-Sophie Lassalle, qui est une de mes collègues, maîtresse de conférences en psychologie et chronopsychologie à l'Université de Lille, et qui est aussi psychologue clinicienne avec une spécialisation autour de la ludopédagogie. Et donc Anne-Sophie apportera un regard universitaire, scientifique sur l'importance du jeu dans la petite enfance. Nous avons ensuite, là-bas, Andrew Matiasco, qui est éducateur de jeunes enfants, ex-directeur de crèche et qui est référent pédagogique d'Agir pour la petite enfance. Donc, vous avez peut-être eu l'occasion d'échanger avec lui autour de cette semaine nationale. Et donc, Andrew, lui, nous apportera un regard plutôt d'un point de vue du terrain, vu ses différentes casquettes. Et enfin, nous avons Charline Lapierre, qui est artiste plasticienne et fondatrice de l'Atelier Moon, qui est un studio de création lillois. Donc peut-être que les personnes résidant à Lille ou dans la MEL le connaissent. Et donc Charline, elle va aussi nous apporter un regard artistique et créatif. Donc voilà, on espère que ces trois regards complémentaires pourront enrichir la conversation. Et je laisse maintenant la parole à Marion. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voulais aussi préciser quelque chose. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'association Agir pour la petite enfance et aussi pour vous préciser une des ressources qui peut être intéressante pour vous dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance. L'année dernière, pour l'association Agir, nous avons réalisé une étude d'impact de la semaine, notamment sur la qualité d'accueil, le bien-être des professionnels ou encore l'ouverture vers l'extérieur des structures. Et ce rapport, il est disponible gratuitement soit sur le site de Premier Cri, soit sur le site d'Agir. Et il peut être aussi des repères pour vous pour appuyer justement le travail que vous mettez en œuvre et peut-être même faire des comparaisons entre l'année dernière, cette année et tout ce qui a été fait depuis 10 ans, puisque l'association a fêté ses 10 ans il y a 2 ans maintenant. Agir pour la petite enfance, je veux dire. Pas nous, pas encore. Je voulais aussi vous parler... Est-ce que quelqu'un... C'est la télécommande ? Elle est juste là. Merci. Je voulais aussi vous parler de cette semaine et aussi dans le cadre dans lequel elle peut s'inscrire, notamment pour la charte Lille à hauteur d'enfant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la ville de Lille a notamment travaillé sur un gros travail de concertation pour définir une charte commune aux communes de Lille, Lomme et Lem autour de la ville à hauteur d'enfant. Et pourquoi je le remets ici, c'est parce que aujourd'hui, c'est affiché dans toutes les écoles, mais étant donné le travail, et comme tout à l'heure, ça a été mentionné autour de la charte nationale d'accueil du jeune enfant, cette charte, elle pourrait être aussi valable pour les structures de petite enfance, puisqu'elle s'appuie sur des choses qui, je pense, nous réunissent aujourd'hui, comme écouter la parole de l'enfant, garantir la même place pour les filles et les garçons au sein de la société, combattre les inégalités sociales, ou encore offrir une ville créative et pleine de couleurs. Et je crois que c'est aussi ce que vous apportez au quotidien. Donc voilà, je voulais insister sur cette charte en disant qu'il y a plein de points de cette charte qui vont résonner avec nos différentes interventions aujourd'hui. Voilà, et je laisse Lisa médiater cette table ronde. Merci. Merci Marion. Donc pour commencer, nous allons avoir 2 témoignages d'Isabelle Gaban et Stéphanie, dont je n'ai pas le nom de famille de noter, pardon. Carpentier, excusez-moi. Donc Isabelle Gaban et Stéphanie Carpentier. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous lever et à venir lire vos témoignages. Et ensuite, ce sera Anne-Sophie Lassalle qui rebondira. Et donc, vous pouvez rester pour un petit dialogue. Vous pouvez vous asseoir ici, si vous le souhaitez. Et il faut juste bien mettre le micro contre votre Oui. Alors, bonjour. Alors, nous, dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, avec les professionnels de l'accueil individuel, on a décidé de mettre en place un parcours sensorimoteur. Et donc, voilà, les professionnels ont réalisé donc, des dalles sensorielles, un parcours va-nu-pied pour permettre aux enfants de découvrir différentes textures aussi avec les pieds. Voilà, bon, je ne sais pas comment vous voulez...
Alors, on vous avait posé en fait 3 questions, donc je vais les reprendre, il n'y a pas de problème. C'était déjà, en quoi le jeu est-il important pour le développement de l'enfant selon vous? Donc, ce qu'on avait mis en avant, c'est que l'enfant apprenait en jouant, que ça se passait tous les jours dans la structure par le biais du jeu. En fait, au départ, il découvrait son corps, ses mains, ses pieds. Petit à petit, il découvrait l'environnement à côté de lui, proche, et petit à petit, les objets un petit peu plus loin. Et il découvrait ainsi tout ce qui était matière, texture, forme, taille différentes des objets autour de lui. Ouais, la question suivante, c'était justement comment vous intégrez le jeu dans vos pratiques au quotidien? Alors, on a aussi, en motricité, par exemple, quand on accueille les parents, souvent, on a notre parcours qui est installé et il y a un petit un tunnel, une plateforme avec un trou. Et les enfants vont essayer d'abord de passer une première fois, une deuxième fois, mais si on n'explique pas aux parents de laisser faire l'enfant, ils ont tendance à l'emmener, à lui faciliter le passage. Et donc l'enfant, au fur et à mesure, on explique aux parents qu'au fur et à mesure que l'enfant va faire, refaire, il va d'abord passer un bras, puis une jambe, puis il va essayer de passer les 2 bras, et il va finir par réussir à traverser cet espace. En fait, comment vous expliquer? C'est une plateforme avec un trou, et il y a un peu de vide. Et donc, c'est vrai que pour l'enfant, c'est pas évident d'aller la première fois, d'aller mettre ses mains et de passer. Et le fait de refaire, d'où l'importance du jeu, de la répétition, c'est en répétant qu'il va prendre confiance et qu'il va, comment vous dire, qu'il va oser aller jusqu'au bout, passer dans ce tunnel et refaire encore. Une fois qu'il a réussi, il va le refaire pour l'enregistrer, pour que ce soit acquis. C'est très clair et ça rebondit avec le thème de cette semaine qui est quand même joué à l'infini, encore et encore et encore. Le 3e point, et c'est un peu ce que vous nous avez introduit au tout début, c'est comment vous allez intégrer le jeu dans cette semaine, et puis qu'est-ce que vous avez prévu? Un petit teasing? Donc, c'est vraiment un parcours sensorimoteur. Donc, on va travailler sur les 5 sens, surtout 4 sens. Donc, en fait, il va y avoir des cabanes. Il y a 2 cabanes en bois sous forme de cubes construits par un assistant maternel, avec sur chaque face alors, il y aura des tissus à toucher, des grelots ou des carillons à écouter, des odeurs, des petits sacs odorants qui ont été fabriqués avec les enfants et les assistants maternels. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une dernière face où il y a des trous dans le tissu. Et de l'autre côté, il y a plein de petites choses à observer. Donc, des petits coussins texturés à découvrir. Et si je peux me permettre, ce que j'ai trouvé très intéressant quand on en a discuté, c'est aussi que vous me disiez qu'il n'y avait pas de sens dans ce parcours. Ça mobilise les sens, mais il n'y a pas de sens de circulation, si je suis bien claire. Et vous pouvez nous expliquer ce choix? Pour laisser libre cours à l'enfant, d'aller découvrir ce qu'il a envie de découvrir. Voilà. Donc, il n'y aura pas de sens. Il y a plusieurs accès, de toute façon. Voilà. Ça fait un peu comme une étoile. Voilà. Et les enfants vont aller découvrir, avec au centre, comme un portique avec des boules que les professionnels ont rempli de différentes matières et qui va venir scintiller en plein milieu et pouvoir être observé aussi à hauteur d'enfant. Parce que ce qu'on précise, c'est que vous avez collaboré en fait avec toutes les professionnels du RPE pour créer ce dispositif. Voilà. Ouais. Trop beau. On a hâte de voir. À bientôt alors.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on a entendu plein de choses très riches dans ce témoignage. On a parlé, comme on l'a toujours à l'écran, de sensorialité, donc du travail des sens. On a aussi entendu parler de motricité, de ce que c'était que la confiance qu'on pouvait avoir dans sa motricité. Et puis cette idée de pourquoi est-ce que les enfants répètent, reprennent encore et encore. Et aussi de l'accompagnement des adultes. Et donc, je pense que ça va faire écho à beaucoup de choses dont Anne-Sophie va pouvoir nous parler. Donc, je vous propose de lui laisser la parole. Et surtout, n'hésitez pas à rebondir par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, c'est dans le mauvais sens. Bon, ben, enchantée de vous rencontrer toutes et tous. Oui. Oui, ouais. C'est pas ce qui est plus agréable, le menton. Bon, alors moi je suis très heureuse effectivement d'avoir été sollicitée pour pouvoir venir aujourd'hui. C'est vrai que ça fait écho avec plein d'autres actions que j'avais pu réaliser sur mon territoire de vie qui était plutôt le Calaisis. En soutien à la parentalité, en particulier avec le REAP, etc. Donc c'est vrai que depuis des années maintenant, j'enseigne aussi beaucoup sur le jeu à l'école, comme moyen d'apprentissage à part entière. Et ça, c'est un gros travail qu'il va falloir encore mener. Si vous êtes déjà, vous, peut-être convaincus, ce n'est pas le cas de l'école encore. Et puis évidemment aussi, j'ai mon propre cabinet où j'accompagne aussi toutes sortes de personnes qui ont besoin de venir me voir. Donc le jeu est aussi un outil thérapeutique. Voilà. Donc on l'utilise également beaucoup dans nos pratiques thérapeutiques en libéral. Donc, par rapport au témoignage, c'est vrai qu'on nous a demandé d'essayer de rebondir tout en ne faisant pas un enseignement ou un cours. Alors, il faudra me dire si je dis trop de choses. Mais l'idée, c'était de reprendre peut-être des mots-clés qui avaient été dits. Donc, je vous remercie parce qu'il y avait plein de choses intéressantes dans votre témoignage écrit que vous avez essayé de reprendre à l'oral. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de rappeler effectivement que le jeu est un droit qui est reconnu dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui peut sembler évident, mais ça ne l'est pas déjà dans le quotidien. L'enfant a le droit au jeu, aux loisirs, aux activités récréatives, à tout ce qui est culturel, artistique. Donc on fait bien une distinction entre jeu, récréation. Le jeu est un droit qu'il faut donc préserver. Alors ça peut nous sembler effectivement, comme je le disais, évident, mais ça ne l'est pas. A fortiori, plus on constate, plus on observe les nouvelles générations et l'évolution de nos sociétés, plus on se rend compte effectivement que c'est bien un droit à préserver. Donc il y a un gros travail de sensibilisation, à la fois des professionnels, mais je ne doute pas que vous êtes convaincus puisque vous êtes là, mais également des familles, tout le rôle du soutien à la parentalité, et aussi des structures, on va dire politiques. Je parlerai d'urbanisme social, par exemple. C'est très important aussi de se rendre compte que pour certains enfants, alors je prendrai des exemples aussi bien des enfants qui ont des troubles ou qui sont en situation de handicap. On peut avoir souvent la tentation de stimuler pour pouvoir leur donner l'occasion d'être inclus. Sauf que du coup, leur temps se limite, le temps de loisir, le temps de ne rien faire, le temps de s'ennuyer est de plus en plus limité. À l'inverse des hauts potentiels, comme on les appelle de plus en plus maintenant aussi, leur temps pour s'ennuyer, leur temps pour le jeu libre est de plus en plus limité. Donc il y a bien un droit à préserver. Et puis c'est vrai que quand on voit l'extérieur, il y a de moins en moins d'occasions de jouer en extérieur, de moins en moins d'espace. Si ça n'est pas une intention politique de créer des squares, des lieux inclusifs,
non répétitif. On en avait parlé aussi, l'idée d'avoir quelque chose qui ne soit pas normé, mais qui puisse donner libre cours à ses envies, à son imagination et à sa liberté d'initiative. Ça peut être extrêmement important. Ne serait-ce que les cours d'école, par exemple, les matériels pour grimper, sauter, se balancer, sont réduits à peau de chagrin, pour des raisons certainement de sécurité et d'obligation de direction. Et voilà. Mais en même temps, c'est aussi un constat qu'on fait nous en tant que psychologues, c'est que les possibilités de travailler l'autodétermination, les échanges sociaux, le tour de rôle, et puis même tout ce qui est moteur, ça se limite de plus en plus. Donc, ça me semble toujours important de rappeler ce droit parce que ça nous oblige à réfléchir. Est-ce que réellement le jeu est vraiment préservé et ça n'est pas une réponse si évidente. Pour moi, ce n'est pas forcément un grand oui encore. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semblait important à rappeler. Ah, décidément, je ne suis pas égocentrique. Ce qui est important dans vos témoignages, mais je pense dans tous les témoignages d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça que c'est un propos un peu transversal, c'est que tout ce que vous avez dit et tout ce que vous faites au quotidien, on voit bien que ça s'intègre dans des connaissances théoriques qui perdurent et qui restent d'un point de vue développemental des théories qu'on appelle constructivistes, c'est-à-dire des gens comme Piaget, que vous connaissez peut-être. Quand on est dans le domaine de la petite enfance, je crois qu'on en boit, on en mange matin et soir. Mais d'autres aussi, Vygotsky, Brunner, qui sont tous des théoriciens du développement et qui ont tous... dans cette perspective-là, il y en a d'autres, bien sûr, mais dans cette perspective-là, l'idée, c'est que l'enfant construit ses connaissances. Il construit ses connaissances par l'action. Et l'action, elle se fait bien dans un environnement donné et sur ce qu'il y a de disponible dedans. Vous faites partie de l'environnement, donc en tant que personne sociale, vous faites partie aussi des objets avec lesquels ils vont pouvoir interagir. Et donc le fait d'interagir avec lui, de jouer aussi, va être très important. Et c'est bien tout un tas des connaissances qui vont se construire par l'action, par la répétition, vous l'avez dit. C'est par la recherche de régularité. Voilà, des actions, il y a des réponses, des conséquences régulières. Donc, du coup, je fais des relations. Et c'est comme ça que mes connaissances vont se créer. Bien sûr, avec Vygotsky, on a aussi l'aspect social, l'interaction sociale. Et puis, pour Brunner, c'était un peu... chaque enfant est un petit peu un scientifique, puisqu'en fait, il va essayer de deviner les causalités. Tiens, ça, c'est lié à ça. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Donc il y a bien un aspect de construction par l'action, par la manipulation, par les essais, les erreurs, par l'imitation. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est souvent d'observer et d'imiter, parce que c'est plus économique, mais les essais et les erreurs, ça marche très très bien aussi. Et c'est en ça que l'aspect social est important aussi, d'être avec les congénères et puis aussi avec les adultes. Ah, décidément, j'y arrive pas avec les flèches. Ce qui est important souvent pour moi aussi de dire, c'est que plein d'aspects des apprentissages vont être potentiellement réalisables par le jeu. Bien sûr, très souvent, on s'intéresse beaucoup, en particulier à l'école, au savoir, c'est-à-dire est-ce qu'on va être meilleur en maths, est-ce qu'on va avoir des meilleures notes, etc. Donc il y a des savoirs, les nombres par exemple. Alors on parle du jeu, mais moi j'intègre souvent les comptines dedans, parce que les apprentissages sont nombreux à travers les comptines. Donc il y aura des savoirs, il y a des comptines, on apprend la litanie des nombres, 1, 2, 3, allons dans les bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises, etc.
Donc connaître des processus, connaître des mécanismes, voilà. Si je joue avec certains mécanismes, je vais peut-être avoir des connaissances sur les mécanismes, mais aussi ne pas oublier qu'il y a les savoir-faire, c'est-à-dire par exemple résoudre un problème, savoir communiquer efficacement, tout ça, ce sont des savoir-faire qui sont importants. J'aime beaucoup aussi les situations de lecture conjointe parce que quand on lit avec un enfant, si on prend l'attitude de la lecture conjointe, on le met sur nos genoux, on l'englobe, on lui montre aussi la posture de la lecture, par exemple. Hein, et ça, c'est très important aussi, cette espèce de modelage qu'on va aussi apporter, par exemple, donc des savoir-faire, comment je lis un livre avec une page, je tourne les pages, etc. Je m'assois d'une certaine façon, je l'ai sur mes genoux et il est ouvert devant moi. Et voilà. Et donc ça aussi, c'est des savoir-faire. Et puis il y a les savoir-être, bien évidemment, où on va, à plein d'occasions, travailler les émotions. Ça, c'est notre cheval de bataille un peu. Donc, savoir gérer sa frustration, ça s'acquiert très lentement. Hein, les processus d'inhibition, le paroxysme est à 20 ans aux environs, mais encore, c'est pas parfait. Donc, bon courage. Mais voilà, toute situation effectivement de jeu, d'interaction permet de travailler toutes ces sphères-là, toutes ces composantes. Donc c'est très important de dire qu'on agit pour l'avenir, voilà, parce que c'est des compétences transversales. Savoir s'affirmer, savoir dire non, être autonome, tout ça, c'est des choses dont on aura bien besoin par la suite, tout au long de notre vie. Donc on agit sur des socles solides, en travaillant sur tous ces aspects-là. Et par le jeu, c'est la méthode la plus naturelle, comme beaucoup disent. Oui, merci. Non, mais il y a des moments, avec l'âge, on apprend de moins en moins facilement. Donc, comme vous l'avez dit, vous parlez de sensorimoteur, etc. Moi, j'aime bien reprendre un peu cette slide-là, où en fait... pour bien montrer que c'est toutes les sphères du développement de l'enfant qui sont potentiellement sollicitées, exercées et potentiellement développées grâce à des situations ludiques. Voilà. Donc on a effectivement tendance à les séparer, bien sûr, mais en fait elles sont toutes en interaction, en relation les unes avec les autres. Mais effectivement, vous avez parlé de parcours sensoriel, par exemple. Eh bien, effectivement, c'est quand même la porte d'entrée des apprentissages, c'est d'abord de percevoir. Voilà. Donc, c'est la base, c'est d'abord de travailler, de permettre d'être sollicité et d'exercer ces mécanismes sensoriels. Travailler aussi, finalement, petit à petit, la discrimination entre différentes textures, différentes odeurs. Alors, bien sûr, au niveau sensoriel, on est un petit peu démunis pour certains sens. Voilà. Dans d'autres aspects, moi je sais que actuellement, après le Covid, en libéral, on nous a parfois demandé de travailler avec des gens qui avaient du Covid long. Il faut travailler sur le goût, sur l'odeur. C'est difficile, on n'a pas forcément tout. Je dirais aussi le vestibulaire. Voilà. Bouger, faire l'avion, tout ça, c'est un peu plus du vestibulaire. C'est dans l'entre-deux, mais ça présage l'équilibre, ça présage le moteur aussi. Donc, le moteur est particulièrement important, l'appréhension, les objets près, puis les objets un peu plus loin, les préhensions de différentes manières, avec du tridigital, avec le palmaire. Coordonner la main et l'œil pour attraper des objets, tout ça, ça va être des choses très importantes pour d'autres apprentissages plus tard, la lecture, l'écriture, etc. Et puis le cognitif qui est relativement important, donc tout aussi bien mémoire, processus attentionnel, le raisonnement, la logique, la visualisation spatiale. Donc se repérer dans un chemin, tout ça c'est très très important. Et le côté socio-affectif, bien évidemment, alors aussi bien la compétition que la coopération, les deux sont importants,
la gestion de la frustration, la manifestation des émotions. Je joue et j'ai des rictus ou j'imite des émotions, par exemple. Donc, toutes ces sphères de développement sont potentiellement sollicitées, exercées et développées, voilà, à travers les situations de jeu. Alors, j'ai pas mis voilà, je voulais pas mettre des diapos. Mais ce qui est très important aussi, c'est, vous l'avez dit, c'est que dans la définition du jeu, c'est pas si évident que ça de définir ce qu'est un jeu. C'est pas limité à la petite enfance. Nous, on sait qu'on va l'utiliser tout au long de la vie. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans le vieillissement, par exemple, même avec des vieillissements, la démence, etc., les jeux sensoriels, etc. Donc, c'est tout au long de la vie. Pour nous, c'est vraiment important de le rappeler. C'est pas limité à la petite enfance, c'est tout au long de la vie. Et puis, la définition du jeu, elle n'est pas si simple que ça, finalement. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le mot plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, potentiellement, même si c'est marqué que c'est un jeu sur la boîte, ça n'est plus un jeu. Et puis, il y a beaucoup... Ce qui est lié, souvent, c'est l'initiative de l'enfant. Voilà. C'est que c'est lui qui décide et ça s'arrête quand il n'en a plus envie. Voilà. Donc, et ça, c'est particulièrement important de le garder à l'esprit. Donc, l'idée de ne pas imposer un chemin, de laisser une certaine liberté d'agir, de choisir par quoi on commence, c'est très important aussi. Donc voilà, je vais pas. Voilà, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup Anne-Sophie. C'était une synthèse extrêmement bien réalisée, un exercice difficile en 10 minutes et c'était très éclairant par rapport aux témoignages qu'on a eus, vraiment de voir en effet comment le jeu peut venir solliciter ces différentes sphères du développement de l'enfant, ces différents savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce que Anne-Sophie a dit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé particulièrement? Vous n'êtes pas obligé, mais si jamais, vous avez encore bien sûr la parole. Alors par contre, il faut que vous veniez. Non, dans l'importance du plaisir et aussi l'importance, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on en avait discuté lors du témoignage, que l'enfant a le droit de faire des erreurs. Chose qui n'est pas facile à l'école et ni à la maison, parce que souvent, en parentalité, des fois, on a des parents qui arrivent avec l'image de l'école. Et nous, on essaye de déconstruire tout ça en montrant ce que l'enfant sait faire. Et qu'en valorisant ces étapes-là, ça va lui donner une confiance en lui et ça va lui permettre d'accéder aux apprentissages. Merci beaucoup. Et bien, merci à toutes. Oui, tu peux en quelques mots, bien sûr, répondre. C'est très important, effectivement, parce que parmi les caractéristiques avantageuses des jeux on peut retrouver, il y a évidemment l'apprentissage implicite, c'est-à-dire que ce n'est pas visible. L'enfant, il joue pour jouer, mais pas pour apprendre, comme la phrase le dit. Donc, l'apprentissage est implicite. Et nous, on sait bien que ce n'est pas parce que c'est implicite qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il est tellement concentré, il mobilise tellement d'énergie, de processus dans son activité qu'en fait, il fait ce qu'il faut pour apprendre, c'est-à-dire il s'implique, il est concentré longtemps, alors que bien souvent, il ne l'est pas, dans d'autres situations plus scolaires, par exemple. La valeur de l'erreur, elle est très différente. J'ai le droit de recommencer, c'est pas grave, ma tour s'effondre, je recommence, et puis ainsi de suite, alors que la valeur de l'erreur, plus tard, elle est beaucoup plus sommative, c'est-à-dire qu'il y a un coup d'arrêt. Tu as une mauvaise note, mais tu ne peux pas recommencer pour montrer que tu t'améliores. Donc, ça, c'est très important. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté parent. C'est vrai que moi, j'ai travaillé beaucoup avec le Forum des sciences au Petit Forum, pour les expositions pour les tout-petits. La place des parents, elle a toujours été un objectif sous-jacent à toutes les créations d'expos. C'est-à-dire qu'il fallait que le parent s'implique et qu'il ne soit pas juste je te le dépose et puis tu fais ton expo et puis après tu reviens. Et il avait des choses à faire et il y avait aussi l'idée d'être plus dans l'observation et qu'il ne supplée pas l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas à la place d'eux. Voilà, ça c'est très très important. Donc oui, donc là au niveau de nos tâches, il y a la sensibilisation des familles, elle est prépondérante. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je pense que ça
fera écho à des choses peut-être dont Andrew va nous parler, vu que le trio enfants, parents, professionnels est très important pour agir. Et donc j'appelle à venir nous faire leur témoignage. Donc Élise Barra, qui est accompagnée de Élodie Leroy. Voilà, très bien. Et nous avons une troisième collègue qui est son nom, Delphine, mais qui restera dans l'ombre. On avait en fait l'accueil individuel, l'accueil collectif et la crèche familiale et le En fait, on est une maison de la petite enfance à Saint-Saulve et du coup, RPE, crèche familiale, crèche collective. On est venu en force. Voilà. Et il y a le LAP également. Ouais. Donc voilà, on a la commune de Saint-Saulve en entier. Presque entière. Merci. Et donc, je vais reprendre mes petites questions. Qu'on vous avez posé. Donc la première, c'était pourquoi le jeu en quoi le jeu est-il important pour le développement de l'enfant selon vous? Du coup, on va se répéter. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la place du jeu est très importante dans le développement de l'enfant et du coup, qui lui permet du coup de développer ses compétences motrices, cognitives, sociales et affectives. Donc, pour nous, c'est naturel. Quand on l'a lu, votre questionnaire, on s'est dit, c'est normal. Du coup, pour nous, c'est quelque chose de inné, qui est naturel, et l'enfant le fait spontanément pour grandir. Et puis, vous êtes énormément formés, vous les professionnels, au jeu et à l'importance du jeu dans le développement de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui accompagnent les enfants après. Donc c'est vrai que vous avez... Oui, c'est vrai que la première question, on s'est dit, pourquoi ok, on la c'est pose évident, ouais. Mais quand on se la pose, justement pour tous ceux qui sont autour de nous, les familles, les assistantes maternelles parfois, même si maintenant elles sont quand même beaucoup plus formées et alertes. Et voilà, voilà, c'est une question très intéressante. Merci. Et justement, comment se passe le jeu dans votre structure ou dans vos différentes d'ailleurs lieux d'accueil? Allez, pour le RPE. Du coup, pour le RPE, donc, on propose plusieurs matinées d'éveil aux enfants. Donc, on peut proposer des activités motrices sans notion de parcours. Donc, en fait, on a une salle de motricité. L'enfant est libre d'aller sur les parcours. Enfin, c'est pas un parcours moteur parce qu'il n'y a pas de sens, mais il y a des petits agrès, en fait. Et voilà, il est libre de le refaire 15 fois s'il veut, le même, il n'y a pas de sens de parcours. On propose aussi des ateliers de manipulation. Donc, les enfants peuvent découvrir différentes textures, différentes couleurs. Voilà, on mobilise beaucoup les sens sur ces ateliers-là. On a un atelier à la ludothèque. Donc, les enfants ont accès à des jeux libres, en fait, pareil, un peu dans l'idée de l'itinérance ludique. Il y aurait plusieurs spots et l'enfant peut aller sur les différents spots, différents jeux qui mobilisent différentes, on va dire, compétences. Voilà. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais marqué, je pense. Oui, on fait aussi des activités en extérieur. Voilà, pour laisser les enfants découvrir aussi un peu la nature et puis les laisser libres de courir et explorer à l'extérieur. La crèche familiale, tu me coupes du coup. À la crèche familiale, donc les enfants ils sont accueillis en jeu libre lors de l'accueil et ça permet aux assistantes maternelles d'arriver au fur et à mesure et de s'installer, aussi de prendre place et puis aux enfants d'explorer un peu l'environnement, le temps de prendre le temps d'arriver. Du coup, le jeu, c'est aussi prendre le temps de s'installer, de voir avec qui on va jouer aujourd'hui, de voir dans quel environnement on va jouer et avec quoi ou avec rien. Et du coup, voilà, ce temps de jeu libre est à nouveau proposé en fin de matinée. Entre deux, il y a un petit atelier qui est proposé aux assistantes maternelles.
Et cela permet à l'équipe de proposer des petits jeux sur table, des puzzles, des encastrements ou des premiers jeux de règles et des jeux qu'on sort et qu'on ressort à l'infini, du coup, pour rester dans le thème. Et du coup, à la crèche collective, nous, c'est pareil. On est sur ce temps d'accueil en jeu libre. Et pour rester sur des rituels structurants pour l'enfant, pour qu'il prenne ses repères dans le temps, pendant la journée, évidemment, on a ce temps de jeu libre. Et puis ensuite, on a un temps de regroupement. On se dit bonjour. Et après, on part en itinérance ludique. Donc là, on a différentes zones dans la structure ou motrice, de langage ou de manipulation, ou même une zone de repos si on a envie juste de s'ennuyer ou de se reposer. Et du coup, l'enfant va et vient dans la structure et ce sont les professionnels qui restent dans ces zones pour être, comme on dit dans notre jargon, le phare qui permet à l'enfant d'être en sécurité affective et d'explorer librement et en toute sécurité. Du coup, c'est un temps qui marche plutôt bien. Quand on voit que c'est un petit peu, on va dire, ils ont fait le tour, on change les zones et on peut aussi leur proposer, bien sûr, des temps d'éveil, des ateliers de musique, des ateliers créatifs, des ateliers de cuisine, mais ils ne sont pas obligés d'y participer. C'est vraiment chaque enfant fait comme il veut. S'il veut rester en itinérance ludique, il reste en itinérance ludique. S'il veut courir toute la journée, il court toute la journée. Voilà. Comme on est un groupe d'enfants où tous les âges sont mélangés, chacun s'y retrouve en fait dans ces petites zones-là. Voilà comment nous, on fonctionne en crèche collective. Merci. Et ma dernière question, ce sera comment vous avez choisi d'intégrer le jeu lors de la SNPE, enfin la Semaine nationale de la petite enfance? Qu'est-ce qui va se passer? Plein de trucs. Beaucoup de choses. On a des équipes hyper motivées par la semaine petite enfance qu'on fait nous depuis 3 ans au sein de la maison de la petite enfance de Saint-Saulve. Et du coup, on est parti de ce qu'on vivait déjà sur place. L'idée, c'est vraiment qu'on prenne du plaisir. À la fois les professionnels, à la fois les parents et les enfants, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait déjà? Déjà, on va dans les EHPAD de Saint-Saulve. Donc on est parti sur l'idée du jeu transgénérationnel. Parce qu'au final, on a tous joué une fois aux billes ou au ballon, on a tous joué au même jeu, qu'on ait 90 ans ou 2 ans, parfois on joue au même jeu. Du coup, on est parti sur cette idée-là. Et donc, on n'a rien changé en fait. On continue d'aller rendre visite aux aînés et on continue de jouer avec eux, sauf que là, on l'a mis en avant, quoi. On y va plus souvent et ce sont les aînés qui ramènent leurs jeux d'enfants pour jouer avec les enfants de la crèche, quoi. Donc ça, c'est le premier pan qu'on travaille, c'est le jeu transgénérationnel. Et du coup, on incite les familles pendant cette semaine petite enfance à nous ramener aussi leurs jeux préférés de quand ils étaient jeunes. Oh, il y en a qui sont encore jeunes. Hein. Et du coup, les professionnels ont mis dans l'accueil de la crèche un grand panneau où elles mettent leurs photos d'elles, enfants, avec leurs jeux préférés. Et du coup, c'est chouette, c'est interactif et ça permet du coup aussi aux équipes des différents services de se rencontrer et puis de jouer. D'ailleurs, on va jouer aussi entre nous. On s'est dit que c'était une semaine spéciale, donc on va se lancer des défis. Et on va jouer ensemble pour partager aussi des moments entre professionnels. Voilà. Après, il y a encore des choses. Il y a quelque chose que vous avez dit, écrit, que je trouve vraiment très intéressant, c'est aussi on va jouer à rien. Oui, on va jouer à rien aussi. Voilà, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Alors, on a pris... Voilà, tous ensemble, la décision de faire un atelier du rien. Donc, en fait, on va vider une pièce complètement. Et on va inviter les enfants dans cette pièce à jouer. Et du coup, en fait, le but, c'est de voir que les enfants n'ont pas forcément besoin de matériel pour jouer et que ça va aussi leur permettre de rentrer en contact entre eux
et du coup de trouver leur propre jeu ensemble. L'adulte là-dedans devra alors rester disponible mais sans intervenir. Voilà, c'est l'idée. C'est l'expérience. On a hâte de voir le jeu du rien. Merci. Ah, pardon, Élise. Je sais. Je regardais ma petite feuille. Du coup, il y a le jeu partagé, parce qu'on partage les temps d'itinérance ludique avec les assistantes maternelles de la crèche familiale, et les professionnels de la crèche collective vont aussi au RPE et vont aussi en crèche familiale. On va se promener et on va partager des jeux avec les différents services. On a aussi fait du coup une prévention écran. Donc on a fait avec une collègue JE tout un panneau pour expliquer aux parents les dangers des écrans. Voilà, on trouvait que c'était approprié sur cette semaine-là, et du coup le fait de jouer, de leur expliquer que les écrans c'est pas un jeu pour les tout petits. Donc entre 0 et 3 ans, pas d'écran. Enfin voilà, on a fait tout un panneau un peu on va dire de santé publique là-dessus. Et on finira cette belle semaine par une soirée jeu, ouverte à tout le monde. Vous pouvez venir. C'est le vendredi 21 de 17h30 à 19h à la maison de la petite enfance de Saint-Saulve. Et on propose aussi des ateliers parents. Et il y a les ateliers parents toute la semaine également. Tous les jours. Merci pour la description de ce magnifique programme. Vous avez ouvert plein de nouvelles portes. Donc, je vais laisser Andrew rebondir dessus. Merci beaucoup. Du coup, moi, les projets, en fait, je les connais relativement bien parce que je les ai tous accompagnés en fait dans l'élaboration de ces projets. Et comme vous voyez, quand même, c'était un très 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 gros projet. Donc, je pense que l'une des premières phrases que j'avais pu vous dire à l'époque du début, c'était attention, n'en faites pas trop. Comme quoi, j'ai dû freiner les équipes. On s'est dit stop. Mais donc, c'est parti. Mais c'est génial parce que au bout du compte, on sent que les enfants vont ouvrir une super expérience, les parents aussi, mais aussi les professionnels eux-mêmes. Donc c'est aussi tout l'intérêt en fait de cette semaine nationale de la petite enfance, c'est le trio. C'est l'enfant, le professionnel et le parent. C'est vraiment de se dire aussi que cette semaine nationale de la petite enfance, elle est là pour justement valoriser le bien-être de l'enfant, mettre en lumière tout ce côté de la petite enfance, mais aussi les professionnels et aussi les parents, pour justement remontrer à quel point la petite enfance c'est si important dans le développement de l'enfant, comme on l'a tout le temps dit. Mais c'est aussi là de se dire, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus essentiel, le jeu. C'est quoi le jeu en fait au bout du compte? Ça a été, ce thème-là cette année, ça a pu être pour beaucoup de structures, par exemple, quelque chose de très simple comme très complexe. Parce qu'au bout du compte, le jeu, ça fait un peu partie du quotidien de tous les professionnels de la petite enfance. Et donc, comment redécouvrir le jeu, et que nous, la conception qu'on a du jeu en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, c'est pas du tout pareil. Donc, c'était aussi ça, tout l'enjeu, c'était de réussir à essayer d'identifier le moment de partage, comment le faire partager aussi bien par les professionnels, par les parents, mais aussi avec les enfants. Et l'idée de se laisser guider par les enfants. Et là, je pense que justement, se dire que même les professionnels vont eux-mêmes jouer, c'est une super expérience parce que en tant qu'adulte, des fois, on oublie peut-être sûrement de jouer. Donc, c'est un petit retour aux sources qui peut faire énormément de bien. Et comme aussi, on est dans un moment où on essaie de vraiment valoriser les professionnels et penser à leur bien-être aussi. Je pense que là, ça peut être aussi une grosse bouffée d'air pour les professionnels à ce moment-là de la Semaine nationale de l'enfance. On sait que c'est un moment de pression, c'est une grosse charge de travail. C'est un moment où on sait qu'on va passer sûrement de gros moments de plaisir, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs mois, réunions juste avant, et qui prennent beaucoup de temps. Donc c'est aussi un moment où on se dit qu'on doit en profiter, et cette notion de plaisir que j'entends plus tout à l'heure, en tout cas, elle me fait énormément plaisir, parce que c'est ce que j'arrêtais pas de répéter. C'était que cette semaine, si au bout d'un moment ça devient une contrainte, c'est qu'on l'a loupé. C'est que vraiment cette semaine nationale de la petite enfance, il faut que ça reste un plaisir, et qu'on doit la faire à sa hauteur, à l'envie qu'on a envie de faire. Donc il n'y a pas de petits ou de gros projets, loin de là. Tous les projets, ils sont magnifiques. L'idée vraiment derrière ça, c'est de prendre du plaisir aussi bien avec les enfants, mais aussi avec les parents. On sait à quel point c'est difficile de faire entrer les parents dans les structures, qu'on soit en accueil collectif ou individuel, et de réussir en fait à montrer que ce qu'on fait, c'est un vrai travail auprès des enfants. Et que je trouve que le thème de cette année, du coup, s'y prêtait énormément, parce que je pense qu'en tant que professionnel de la petite enfance, vous avez sûrement dû entendre « amusez-vous bien » le matin. Ça peut nous hérisser le poil en se disant « mais
je ne fais pas que jouer, j'accompagne votre enfant. Et je trouve que ce thème-là, justement aussi, c'est une façon de valoriser votre travail, de montrer que le jeu, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux pour le développement de l'enfant et pour toutes les propositions que vous faites. Vous ne faites pas des propositions de jeu pour faire plaisir ou pour juste trouver une occupation et se dire que vous êtes utile et que vous n'êtes pas juste là pour garder les enfants. C'est pour ça qu'on ne parle pas de garde d'enfants, vraiment on les accueille. Donc c'est aussi tout l'intérêt, je pense, derrière ça et les projets, les magnifiques projets qu'on va voir pendant toute cette semaine, les projets qui ont pu être présentés juste ici. Et vraiment, moi, ce que j'ai pu retenir de ce projet-là, c'était un peu un moment, la notion de sourire, en fait, des échanges. Je trouve que c'est extrêmement important que cette semaine reste vraiment sur une question de l'échange. Là, justement, tous les lieux d'accueil sont presque, ou du moins beaucoup sont représentés dans ce projet-là. Ils sont tous mis en lien. Et c'est aussi tout le but, c'est de se dire que c'est de réussir à s'ouvrir vers l'extérieur, vers d'autres collègues, vers d'autres professionnels, vers d'autres lieux, et de s'autoriser en fait quasiment à aller voir ailleurs, et en fait de partager, de prendre du plaisir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment mis la notion de sourire échangé, parce que je pense que l'une des choses qu'on peut voir le plus souvent, même avec les enfants, c'est tout simplement même le jeu de coucou caché, qui présente un moment de joie énorme, et que même nous, on est pris dans le jeu. Je trouve que justement, ces moments si ponctuels qu'on initie avec les enfants, ils sont extrêmement importants. Et c'est aussi tout ce moment de partage qu'on peut voir et qui, là, avec tout l'itinérance, qui est aussi un moment de plaisir à ce moment-là. L'idée forte aussi que moi je pouvais retenir, c'était cette notion de se laisser guider par l'enfant. C'est de se dire que l'enfant, il a aussi des choses à nous apprendre au bout du compte. C'est bien, comme on disait, on a de la théorie, on sait plein de choses, et on en apprend encore plus à l'heure actuelle. Mais au bout du compte, l'enfant, lui aussi, il nous aide énormément à pouvoir l'accompagner, juste même dans la proposition des jeux. Parce que justement, ce jeu-là, nous, on a une idée préconçue, ça se trouve, de ce qu'ils vont en faire. Et une fois qu'ils vont arriver, ils vont tout déconstruire, ils vont faire une toute autre exploration, ils vont commencer à faire un tout autre jeu. Et on se dit qu'en fait, ils sont bien plus imaginatifs que nous. Et c'est aussi toute cette liberté-là que vous allez pouvoir leur offrir et que vous avez, même dans votre discours, ça se sentait que vous leur offrez au quotidien, c'est qu'en fait, vous vous laissez guider par l'enfant. Ce qui est extrêmement important parce que justement, dans tout l'accomplissement et tout son épanouissement, se laisser guider, il va développer ses compétences aussi à son rythme. Et ce rythme-là qui est un peu effréné dans notre monde actuel avec justement la question de l'immédiat en permanence, laisser le temps, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare et qui est pourtant essentiel quand même pour ces enfants-là. Et donc justement de se dire que ces enfants vont pouvoir déambuler au bout du compte entre les lieux et que même les professionnels vont pouvoir le faire, c'est quelque chose d'aussi extrêmement intéressant parce que ça part du principe aussi que les professionnels eux-mêmes ont des besoins et vont pouvoir eux-mêmes en fait presque y répondre à ce moment-là. Et dans le jeu, ce qui est le plus important, c'est comme on a dit, c'est la notion de plaisir. Donc si un professionnel ou un adulte quelconque le fait par contrainte, ça ne marchera pas. Et même pour les parents, c'est ce qu'on dit souvent pour la question du jeu. Vous ne vous sentez pas obligé de jouer à un type de jeu particulier. Faites un jeu avec lequel vous prenez du plaisir avec l'enfant. Parce que l'enfant, c'est une éponge. Dans tous les cas, s'il voit bien que le jeu que vous lui proposez, vous le faites sans le plaisir, sans l'envie, il va être très vite désintéressé à aller faire autre chose. Donc c'est aussi tout l'intérêt de ça, c'est de réussir à avoir des idées créées par les équipes, par les professionnels eux-mêmes, pour qu'ils puissent vivre ce moment, vivre ce projet, et qu'en fait, ils puissent justement apprécier ce moment-là aussi bien que les enfants. Et je trouve que même après, derrière, pour en parler avec les parents et les vivre avec eux, c'est beaucoup plus simple de vivre quelque chose qu'on a envie de faire que le faire par la contrainte. Il n'y a qu'à voir, nous, en tant qu'adultes, faire des choses par la contrainte, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, si on le fait auprès des enfants, ça l'est encore plus. Ce que vous précisiez aussi, c'est la question de l'exploration. C'est vraiment que l'enfant, il explore. C'est un explorateur né au bout du compte, l'enfant. Tout ce qu'il va faire, il va l'explorer. Et comme je pouvais le dire, il va le détourner. Nous, en tant qu'adultes, on va être figés. Souvent, je prends l'exemple du stylo. On prend un stylo, nous, le stylo, à part pour écrire, on ne va pas en faire grand-chose. Alors que donner un stylo à un enfant, il va en faire 1000 et 1000 expériences. Et pour peu que vous ayez 2 stylos, il va les comparer, il va les jeter, il va regarder le poids, il va essayer d'écrire, il va tout faire. Ce que nous, on va pu faire et qu'eux, ils vont expérimenter. Et c'est aussi toute cette liberté-là qui est si importante à leur offrir dans ces moments d'exploration-là. Parce qu'au bout du compte, même si on les accompagne dans la réponse à leurs besoins, ils sont quand même les plus à même à identifier leurs propres besoins à un temps T, et ils savent très très bien y répondre aussi. La preuve étant, quand on leur demande de participer, ils sont super heureux de participer, hyper fiers. Au niveau de l'estime de soi, on fait un travail énorme. Mais en plus, à ce moment-là, eux,
on les valorise dans leurs propres compétences. Donc c'est extrêmement important. Aussi, moi je suis assez intéressé par la question de l'intergénérationnel. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important, et on sait à quel point ça peut être intéressant, parce que à l'heure actuelle, on voit très bien le nombre de personnes âgées qui peuvent être dans des EHPAD ou toute autre institution, et qui peuvent être isolées en fait, au bout du compte, avec peu de visites, ou une forme de lieu où ils n'ont pas beaucoup d'ouverture vers l'extérieur, et que même si ça peut nous paraître anodin, en fait, pour eux, juste de voir des jeunes enfants qui donnent vie ou autre, ça peut leur faire aussi revivre des souvenirs, vivre des moments de partage. Et puis quand on regarde le déroulé de la journée d'une personne âgée et d'un enfant, bon, on n'est pas si loin. On a de la sieste, on mange, il y a des temps où souvent on lit le journal et où on lit avec les enfants aussi. En fait, on se rend compte qu'on peut vraiment créer du lien avec ces personnes âgées-là à un moment donné. Et ces personnes âgées-là aussi, auprès des enfants, ils peuvent leur partager plein de bons moments. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, que justement avec l'association, ce qu'on fait tous les ans, c'est qu'on essaye de nous-mêmes interpréter le thème, parce qu'on se dit qu'on va un peu vous donner quand même des billes et essayer de vous aider. Donc cette année, on avait fait nous un atelier avec des chapeaux, par exemple. Et c'est vraiment aussi la question de se dire que tout est jeu. Et en fait, le jeu, ça peut devenir vraiment de tout, de rien, sans trop d'installation. Là, typiquement, c'était des chapeaux qu'on avait récupérés dans l'EHPAD, que les personnes âgées nous avaient fournis, ou que les parents ou que les professionnels nous les avaient fournis. On les a posés au sol et on les a laissés expérimenter. Et je peux vous assurer que cet atelier-là, il peut paraître super simple. On est resté quand même quasiment 1 heure. Alors on sait très bien qu'un atelier quasiment d'1 heure avec des enfants de 1 an et demi, 3 ans, c'est énorme. Et parce que ça a été un moment de partage, les personnes âgées nous partageaient des souvenirs qu'ils avaient pu vivre, ils faisaient eux-mêmes des projections sur ces moments-là. Et en fait, ça a été un gros moment de partage et de lien à ce moment-là. Et le dernier point sur lequel je pense qu'il est un peu tout le thème de cette année, quand même, la répétition, parce que le thème, c'est encore jouer à l'infini, donc on ne peut pas passer à côté de la répétition. Et comme vous l'avez très bien expliqué, c'est que la répétition, c'est la répétition du geste, du mouvement, ça se fait et ça développe les compétences pour les enfants. Cette année aussi, on a fait ce thème-là parce que, comme on disait, c'est pour la valorisation des professionnels aussi. Et on sait très bien que ce qui peut inquiéter, c'est de voir un enfant qui joue toujours au même jeu. Ou quand on fait des transmissions aux parents, quand on échange avec les parents et qu'on lui dit peut-être au bout d'une semaine qu'il joue encore aux voitures, ça va peut-être être un peu compliqué d'échanger sur ce point-là. Et en fait, c'est de se dire peut-être qu'il joue encore à la voiture, mais pas de la même façon, où il a créé un nouvel univers autour de cette voiture, où il fait autre chose. C'est aussi que, comme je disais, il déconstruit son jeu, il redécouvre tout de A à Z, parce que nous, on a déjà tout fait par acquis, et que pour eux, justement, c'est une évolution, et c'est qu'en fait, ils développent tellement de compétences à leur rythme qu'ils ont besoin de répéter. C'est par la répétition, justement, qu'ils vont intégrer tous ces éléments. Voilà. Oui, la répétition, pour la semaine petite enfance, on a aussi sélectionné quelques livres qui nous demandent tout le temps, déjà, pour les lire et les relire. Et puis d'autres où on a des sons à répétition, des ritournelles. Et il y a aussi des comptines, pareil, qui demandent régulièrement. Puis des comptines partagées, des comptines anciennes, qu'on pourra partager aussi avec les seniors, les aînés. Merci à toutes les trois pour ces beaux témoignages. Merci Andrew d'avoir rebondi. Et donc on va laisser la parole au dernier témoignage qui est celui de Florence Moreau, mais qui va nous être lu par Marion, car Florence ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Oui, donc Florence est responsable du RPE et référente parentalité de l'association AJR, donc qui est située à Noyelles-sur-Escaut. Et Florence nous a dit dans son témoignage que le jeu, selon elle, est essentiel au développement de l'enfant car il stimule ses capacités motrices, cognitives, sociales, émotionnelles et langagières. C'est exactement ce qu'on a dit. Donc je ne vais pas revenir forcément sur tous ces points-là, mais elle a beaucoup insisté aussi sur l'autonomie et la confiance en soi. Et je crois que c'est aussi un point sur lequel, si chaque témoignage apporte sa petite brique à notre jeu géant. Et je trouve que elle a insisté là-dessus et que c'est important de le dire. Et je pense que c'est aussi ce que fait Charline, développer la confiance en soi. Donc ça va faire rebondir juste après.
Elle nous dit aussi que le jeu favorise l'apprentissage par l'exploration, l'imagination et l'interaction avec les autres. En jouant, l'enfant développe son autonomie, sa confiance en lui et apprend à gérer ses émotions. Dans un RPE, un cadre sécurisé et stimulant qui permet d'accompagner l'enfant selon son rythme et ses besoins. Et je crois que quand on parle aussi de qualité d'accueil, et peut-être un petit message aussi à faire passer, puisqu'on est aussi là pour ça, c'est comment respecter justement le rythme de l'enfant et ses besoins, tout en l'incitant à jouer, à créer, à imaginer. Et voilà, je pense que c'est une question qu'on peut se poser tous les jours quand on travaille avec les tout petits. Enfin, sur la question comment le jeu va être intégré lors de la Semaine nationale de la petite enfance, elle nous dit sous la forme de 4 ateliers qu'elle a mis volontairement libres. Libre, je pense, d'accès et libre en termes de dispositifs proposés à l'enfant et à sa famille. Il y aura des modules de motricité libre. Ils vont aussi travailler sur le livre-objet. Elle ne nous en dit pas beaucoup plus, donc désolée, je lis ce qu'il y a écrit aussi. Il y a un espace hostis Nos-Hélènes, donc aussi peut-être revenir au calme, au rien qui n'est pas vraiment rien en fait, hein. Mais un espace en tout cas plutôt de détente qui est en contrebalancement avec la stimulation. Et enfin, elle nous dit jouer sans jouet en manipulant des objets du quotidien. Voilà. Et ça peut être aussi intéressant à travailler, que ce soit en accueil individuel ou collectif, ces objets auxquels on n'aurait pas forcément pensé à proposer aux tout petits. Voilà. Merci Marion pour nous avoir partagé le témoignage de Florence. Et je vais donc laisser la parole à Charline Lapierre. Et vous allez comme ça pouvoir découvrir quel est ce mystérieux totem tour qui est ici, qu'on a joué à construire ensemble avec Charline quand elle est arrivée. Charline, je te laisse la parole. Merci. Alors c'est un peu la première fois pour moi où j'interviens. Je disais, je suis un peu émue d'être là parce que c'est un peu la première fois pour moi où j'interviens dans une table ronde. On l'a entendu aujourd'hui, les jeunes enfants apprennent tout en jouant. Donc, imaginez un grand puzzle où chaque enfant apporte sa propre pièce pour former un tableau collectif. C'est exactement comme ça que j'imagine mes ateliers créatifs. Je les conçois comme un espace ludique et engageant où l'on crée en jouant et en partageant. Mon travail place le lien avec le public au cœur de chaque projet, car je crois fermement que l'apprentissage se fait en jouant et lorsqu'il est partagé. Donc ça, c'est un premier type d'atelier que j'ai élaboré à la demande du service patrimoine de la ville de Lille, où il m'avait proposé d'intervenir dans une vingtaine de classes, vingtaine d'écoles de maternelle, pour parler de la notion d'urbanisme et de paysagisme. Assez complexe pour expliquer ça à des jeunes enfants. Et donc, bien sûr, j'ai pensé au jeu pour pouvoir transmettre ces deux notions. J'ai imaginé une sorte de jeu de cartes avec des routes dessinées. Et j'ai proposé... Donc, quand je suis arrivée dans les classes, je leur ai lu d'abord une petite histoire qui parlait de ces deux notions-là, avec beaucoup d'illustrations très simples. Et donc, après, je leur ai expliqué les deux notions. Et puis ensuite, on a listé ensemble les mots-clés qu'ils connaissaient. C'était un super temps d'échange parce que c'était super intéressant de voir tout ce qu'ils connaissaient. Et ensuite, on a créé deux équipes, les urbanistes d'un côté et les paysagistes de l'autre. Et chacun avait sa petite mission d'un petit dessin à ajouter à la carte. Et on s'est entraîné d'abord sur un brouillon. Et ensuite, chacun a eu les cartes entre les mains pour rajouter son petit élément de la ville ou de la nature. On a fait un premier tour et puis ensuite, on a échangé les équipes et on a fait un second tour avec des nouvelles cartes.
Et à l'issue de ces 2 tours, eh ben, on a posé au sol ces cartes et on a, comme un domino géant, on a créé cette ville imaginaire et collective. Et ensuite, les enfants ont pioché dans les jeux qu'il y avait dans la classe pour former cette ville en 3 dimensions avec des bâtiments, des personnages, des transports, des éléments de la nature, et pour rendre vivante cette ville. Donc ouais, c'était génial parce qu'on les a vus coopérer, avoir des échanges d'idées grâce à ce jeu. Donc il y a eu un super retour de la part des professeurs qui ont beaucoup aimé la façon de faire pour transmettre ces idées de manière ludique. Et les enfants, en fait, quand je revenais dans les établissements, parfois pour faire un second atelier, et ben, ils me demandaient Charline, quand est-ce que tu reviens dans notre classe? Donc pour moi, l'objectif était rempli de cette transmission. Ensuite, un autre atelier que j'ai animé, que j'ai créé et imaginé pour le musée d'histoire naturelle, qui avait envie de créer un atelier vraiment spécifique pour les 0-6 ans autour de leur collection. Donc là encore, comment transmettre ça? Et bien sûr, le jeu, j'ai pensé au jeu comme fil rouge. Donc l'idée, c'était j'ai créé une série de tampons inspirés de leur trésor. Et puis, lors de l'atelier, lorsque les enfants arrivaient avec leurs grands-parents, leurs parents, ils observaient chacun de ces tampons et essayaient de retrouver ce que c'était exactement, de les nommer. Et donc... Voilà, et ensuite, ils avaient une grande affiche imprimée de rouge sur blanc où j'avais dessiné le bâtiment du musée. Et l'idée, c'était de cacher les impressions de tampons dans ce bâtiment. Donc l'encre bleu clair ne se voyait pas à l'œil nu, mais dès qu'on fabriquait ensuite une loupe avec un filtre rouge, la loupe rouge faisait apparaître le dessin, puisque le rouge annulait les traits rouges. Donc c'était magique parce que les enfants redécouvraient grâce à ça tous les motifs qui étaient cachés dans le bâtiment. Et puis en parallèle, ils complétaient une fiche mission. Et l'idée, c'était qu'ensuite, ils aillent retrouver ces différents éléments dans le musée. Donc c'était un peu un cherche-et-trouve grandeur nature. Et ensuite, comme tout le long de l'atelier, j'ai essayé de changer d'activité toutes les 10 minutes parce qu'on sait que il faut les animer. Et puis leur montrer différentes techniques. Et donc ensuite, ils avaient la possibilité de personnaliser en coloriant l'affiche et aussi en ajoutant des gommettes. Donc ça aussi, ça a bien plu aussi bien aux enfants qu'aux parents d'appréhender en fait tout ce vocabulaire du musée et de pouvoir en fait en jouant l'apprendre facilement. Et le dernier exemple qui est un peu que vous voyez en partie ici, que j'ai fait durant mes ateliers de rue à Roubaix. En fait, je collabore depuis 3 ans avec l'association Art et Développement, qui est une association nationale qui offre aux enfants des quartiers prioritaires un accès à l'art dans l'espace public. Et donc, durant ces ateliers, je cherche toujours, parce qu'en fait, on a vraiment des enfants de tous les âges, aussi, ça peut commencer de 2 ans à 12 ans. Et du coup, je cherche toujours une technique assez simple, efficace et qui va les surprendre à chaque fois. Et pour ma 2e année, il y avait toute une thématique sur la ville de Roubaix qui était l'architecture du monde. Donc on s'était inscrit dans ce projet-là. Et donc je me suis inspirée du jeu de cartes House of Cards des designers Ems, qui est un petit jeu où, peut-être vous l'avez déjà vu, où les enfants construisent des petits bâtiments.
Et je l'ai imaginé en version géante, en fait, où j'ai découpé à la laser plein d'éléments. Puis après, je l'ai un peu transformé en y ajoutant des éléments. Là, on le voit un peu plus là, mais il y a des portes, il y a des fenêtres. Et puis, j'ai découpé différentes formes pour donner des détails à ce bâtiment. Et j'ai proposé aux enfants de venir peindre avec le scotch de marquage que utilisent les peintres et de venir d'un côté imaginer une sorte de drapeau parce qu'ils aiment beaucoup dessiner les drapeaux lors de ces ateliers de rue, ou aussi de faire référence aux motifs de l'architecture qui étaient avoisinantes aux ateliers de rue. Et donc d'un côté, il y avait cet aspect très bariolé avec ces motifs, et de l'autre côté, on travaillait plutôt l'uni, on essayait de travailler un motif avec ce scotch, et ensuite, ils me disaient toujours c'est satisfaisant, ils enlevaient le scotch et découvraient le motif qu'ils avaient créé, et donc à n'importe quel âge, on pouvait créer ça. Donc ça, ça plaisait aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parce que en fait, hyper facilement, le rendu est très, très graphique et renvoie quelque chose d'inspirant. Donc c'est ça aussi que j'adore imaginer durant mes ateliers, c'est vraiment inspirer les gens avec des choses simples qu'ils ont généralement chez eux. Et puis, ce qui a été la finalité de ce projet, c'est qu'on a pu être exposé à la Manufacture, le musée du textile de Roubaix, et pouvoir emmener ces enfants voir leur création exposée. Donc ça, c'est aussi une grande fierté, et leur montrer que leur travail vaut quelque chose et a de la valeur. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux. Et donc mes projets sont conçus pour éveiller la curiosité, encourager la coopération et révéler le potentiel créatif de chacun. Alors comme on a pu le voir au musée, à l'école ou dans la rue, tous illustrent une vérité essentielle: le jeu est un puissant levier d'apprentissage et d'expression. À travers mon travail, je cherche à inspirer et à montrer que le beau est partout autour de nous. Il nous entoure et s'exprime dans un langage universel. Merci beaucoup Charline pour ces derniers mots. Et merci à tous les trois et à toutes les cinq, et aussi à Florence qui n'était pas là pour vos interventions. Merci aussi pour ce rappel de finir sur l'esthétique, sur le beau. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a vu dans les propositions, on a vu quelques extraits visuels, que c'est aussi quelque chose qui est beaucoup travaillé par les professionnels. Je sais qu'à Agir, vous les accompagnez aussi sur cette question d'esthétique, et c'est important de prendre soin aussi de l'esthétique qu'on crée pour les enfants. Et nous, on travaille beaucoup à Premier Cri aussi sur ces notions-là, et que les esthétiques enfantines ne sont pas toujours celles préférées par les enfants. Et donc ça se voit dans vos propositions, que vous en êtes bien conscients et conscientes. Il nous reste quelques minutes et je vous propose d'ouvrir la discussion aux personnes qui sont présentes. Donc si vous avez des questions, soit pour nos intervenantes assis ici, ou nos intervenantes tout court, assises ici, vous pouvez. Donc voilà, alors, je ne sais pas si les micros peuvent circuler dans la salle. Ou témoignages d'ailleurs, oui bien sûr, questions. Si vous n'avez pas une question, si vous avez envie de partager ce que vous avez prévu pour la semaine, quelque chose, n'hésitez pas. Alors moi, ça ne va pas être un partage, ça va être surtout une constatation. Et puis je suis ravie parce qu'il y a des notions que j'ai entendues, qu'on entend très peu et qui me semblent essentielles. Je vais revenir sur la notion « laisser l'enfant s'ennuyer ». C'est hyper important. Alors on est dans le jeu, pour moi c'est créatif, c'est vraiment le jeu, c'est hyper important aussi. Mais le laisser s'ennuyer, aller dans l'imaginaire, c'est difficile pour un parent, en tant que professionnel, de dire il faut le laisser s'ennuyer. Donc il faut expliquer pourquoi, mais ça me semble vraiment indispensable. Il y a une autre notion que j'ai vraiment appréciée, qui est venue des ateliers et qui a été reprise, c'est effectivement la problématique actuelle des écrans. Et on parle beaucoup du jeu pour l'enfant, mais à réapprendre à jouer aux parents. Réapprendre aux parents à jouer avec son enfant, ça me semble essentiel. Et quand on parlait d'imitation, le fait que les professionnels vont jouer ensemble, je trouve ça génial. Donc un grand bravo à vous en tout cas. Est-ce qu'on a dans la salle d'autres questions, des témoignages, une envie de partager, un ressenti ?
je pense qu'il va... Art et développement. J'ai une petite anecdote. Ah, super. Petite anecdote de conclusion par Charline. Très personnelle, mais ça me fait penser au jeu. J'ai repensé à ça tout à l'heure en venant. J'ai une fille qui a quasiment l'âge de mon entreprise, l'atelier Moon. Et donc, grâce à elle, je me suis beaucoup inspirée de vraiment d'essayer de parler aux tout petits pour parler à tout le monde. Parce que finalement, les adultes sont pas si loin du petit enfant qui est, lui, il est instinctif, donc il crée. Et après, finalement, en grandissant, on a peur de faire. On se pose beaucoup plus de questions que finalement le jeune enfant. Et donc, il y a longtemps, quand ma fille avait 1 an et demi, on lui a construit un bac à sable avec mon compagnon. Et ça ressemblait à un grand jeu en bois parce que c'était des planches de bois qui s'entrecroisaient et qui s'imbriquaient. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, ma petite fille regardait dans un coin ce qu'on était en train de faire. Et à un moment, elle a observé, elle a analysé, elle a compris le mécanisme. Et elle a pris la planche de bois et elle est venue la positionner au bon endroit. Et donc, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle l'a vu comme si on jouait à un jeu géant. En fait, elle a compris. Donc voilà, je trouve que c'est super le jeu pour apprendre, en fait. C'est un très beau témoignage qui fait écho à ce que nous partageait Anne-Sophie sur l'apprentissage par observation tout à l'heure. Et en effet, dans le jeu, d'observer les adultes jouer. Donc c'est vrai que c'était important ce rappel aussi, quand on en parlait du bien-être des professionnels, de voir qu'elles prennent plaisir. Ça a été évoqué, que les parents prennent plaisir et que les adultes aussi jouent. Parce que pour que l'enfant se sente aussi légitime dans son jeu, de voir les adultes jouer, c'est très encourageant pour le faire. Merci à toutes et à tous. Je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants et intervenantes. Merci aussi beaucoup à la CAF du Nord qui nous accueille ici en partenariat avec la PMI. C'était un très bel événement. Merci d'avoir été présents et présentes. Je rappelle que cet événement sera aussi accessible en ligne pour pouvoir être diffusé. Donc n'hésitez pas à en parler à vos collègues ou aux autres personnes autour de vous. Merci encore.